Tu sais, ce qui est fascinant avec l'Afrique, c'est qu'on te parle toujours d'elle, comme si elle avait passé son temps à attendre. Attendre qu'on vienne l'organiser, attendre qu'on vienne l'éduquer, attendre qu'on vienne lui montrer comment exister. Puis tu tombes sur Aksum. Et là, tout le décor s'écroule. Parce que Aksum, ce n'est pas une petite anecdote qu'on cite vite fait pour faire plaisir aux Noirs une fois par an. Aksum, c'est un royaume africain puissant qui se développe à partir du 1er siècle après Jésus-Christ, entre l'actuelle Éthiopie et l'Érythrée. Et pendant des siècles, ce royaume compte tellement qu'on le range parmi les plus grandes puissances de son temps. Donc déjà, on remet les choses à l'endroit. On n'est pas face à des gens perdus dans un décor sans structure. On est face à un pouvoir, un vrai. Aksum a une autorité centrale. Aksum a sa propre écriture, le Ge'ez. Et une écriture, ce n'est pas juste joli sur une pierre. Ça sert à gouverner, à transmettre, à garder la mémoire, à poser sa propre vision du monde. Autrement dit, Aksum ne dépend pas des autres pour raconter son existence. Aksum laisse sa propre trace. À partir du 3e siècle, Aksum frappe aussi sa propre monnaie. Et ça, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Une monnaie, ce n'est pas un bijou, c'est du pouvoir. Ça veut dire qu'un royaume est assez structuré pour fixer la valeur, imposer ses repères, tenir un ordre économique. En clair, Aksum ne flotte pas. Aksum décide. Et maintenant, on arrive au point que beaucoup survolent, la mer Rouge. Pourquoi cette zone est stratégique? Parce que ce n'est pas juste de l'eau entre deux bouts de terre, c'est un passage. Un couloir entre la Méditerranée, l'océan Indien, l'Arabie, l'Afrique de l'Est. Donc quand tu tiens cette zone, tu ne tiens pas juste un paysage, tu tiens une circulation, tu tiens des routes maritimes, tu tiens des flux, tu tiens un passage que les grandes puissances veulent surveiller. Et l'ironie est là. Aujourd'hui encore, la mer Rouge et le détroit de Bab el-Mandeb sont tellement stratégiques que des puissances étrangères y maintiennent une présence militaire, notamment autour de Djibouti. Donc non, ce n'est pas un vieux détail antique, c'est encore une gorge maritime du monde. Hier, Aksum occupait cette zone, aujourd'hui, d'autres la verrouillent. Et après ça, on va encore faire semblant que l'Afrique est juste mal située. Non, elle est tellement bien située que tout le monde veut mettre la main sur ses passages. Puis arrive le 4e siècle. Et là, le tournant commence. Sous le roi Ezana, Aksum adopte officiellement le christianisme. Ezana est bien le souverain associé à cette conversion dans l'histoire d'Aksum. Et là, il faut arrêter de raconter ça comme si c'était juste une jolie mise à jour spirituelle. Parce qu'une religion, ce n'est pas juste une nouvelle manière de prier, c'est une nouvelle manière de classer le monde. C'est une nouvelle manière de décider ce qui est vrai, ce qui est noble, ce qui est légitime, ce qui doit rester, ce qui doit reculer. Donc quand un royaume africain adopte officiellement un cadre venu de l'extérieur, il ne change pas seulement de culte. Il commence à déplacer son centre. Ses anciens repères ne sont plus forcément au sommet, sa manière de regarder sa propre profondeur change, et c'est toujours là que le piège est propre, parce qu'on ne vient pas forcément te casser d'abord avec une armée, parfois on entre d'abord dans ta tête, dans ton pouvoir, dans ton centre, puis on t'explique que tu progresses pendant que tu t'éloignes de toi-même. Aksum reste puissant pendant longtemps, mais entre le 6e et le 7e siècle, l'équilibre se casse et le royaume décline. Et un royaume ne décline pas par magie, il décline quand sa cohérence s'affaiblit, quand les rapports de force changent, quand les routes qu'il contrôlait lui échappent, quand son centre commence à se déplacer, quand ce qu'il tenait fermement commence à lui glisser entre les mains. Et après, il faut raconter la suite, parce que c'est trop facile de parler du déclin, puis de faire comme si ensuite d'autres étaient juste arrivés sur un territoire déjà affaibli, déjà disponible, déjà prêt à être pris. Non. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après l'affaiblissement d'Aksum, la région ne devient pas vide, elle devient stratégique. Toujours. Parce que la mer Rouge, elle, ne perd jamais sa valeur. Et quand un espace est stratégique, il attire toujours des appétits extérieurs. D'abord, d'autres puissances régionales et impériales cherchent à contrôler les routes, les ports, les passages, les échanges. Puis avec le temps, les puissances européennes entrent elles aussi dans le jeu. Et là encore, il faut regarder le mécanisme. On raconte souvent l'arrivée des puissances étrangères comme si elles entraient dans un espace déjà cassé. Comme si elles ne faisaient que ramasser les morceaux. Alors qu'en réalité, elles profitent des fragilités, les aggravent, réorganisent les territoires à leur avantage, déplacent les centres de pouvoir, imposent leurs intérêts, puis racontent ensuite que tout s'était effondré avant elles. Comme d'habitude. Dans cette région, plusieurs puissances occidentales vont peser lourd. Les Portugais interviennent dans les affaires de la Corne de l'Afrique, les Français s'installent plus au nord de la côte, du côté de Djibouti, les Britanniques cherchent eux aussi à contrôler la route maritime et à sécuriser le passage vers leurs intérêts impériaux, et surtout, les Italiens s'installent en Érythrée, puis tentent de mettre la main sur l'Éthiopie elle-même. Et là, tu vois bien le schéma. On fragilise, on s'installe, on redessine, on prend les ports, on prend les routes,
on prend les points de passage, puis on raconte que l'Afrique n'arrivait pas à se tenir seule. Alors que si ces puissances viennent, ce n'est pas parce que ce territoire ne vaut rien, c'est précisément parce qu'il vaut énormément, parce qu'il commande un passage mondial, parce qu'il relie des mondes, parce qu'il donne accès au commerce, à la mer, aux routes et aux flux. Donc l'histoire d'Aksum, ce n'est pas juste une phrase qu'on sort vite fait pour dire « Vous voyez, l'Afrique aussi avait des royaumes ». Ça, c'est la manière la plus facile d'en parler, la plus rapide, la plus pauvre aussi. La vraie histoire, elle est plus dérangeante. C'est celle d'une puissance africaine qui a existé avec ses propres bases, sa propre mémoire, sa propre autorité. Puis d'un basculement progressif, d'un déplacement du centre, d'un affaiblissement et ensuite d'une région convoitée, surveillée, disputée, récupérée par d'autres puissances qui ne sont pas venues au hasard. Et après ça, on ose raconter ça comme si l'Afrique s'était juste effondrée toute seule, comme si les empires occidentaux étaient arrivés après la chute en simples spectateurs de ruines, alors qu'en réalité, ils ont souvent prospéré sur des déséquilibres, les ont exploités et les ont transformés en domination. Donc Aksum, ce n'est pas seulement le souvenir d'une grandeur passée, c'est aussi la preuve d'autre chose, que l'Afrique n'a pas attendu qu'on vienne lui donner une histoire, mais que chaque fois qu'elle a tenu un centre de puissance, des forces extérieures ont voulu le contrôler, le déplacer ou le remplacer. Et ensuite, elles ont raconté leur domination comme si elles étaient une solution, alors qu'elles venaient souvent après avoir participé au problème.